le fait d'être un youtubeur, en fait, c'est être un chef d'entreprise comme un autre et avoir une stratégie. Si toi aussi tu penses que l'expert comptable est un facteur clé de succès pour les entrepreneurs, alors tu es au bon endroit. Bienvenue dans l'Accounting Business Club, le podcast dédié à l'écosystème comptable au sens large. Dans chaque épisode, vous retrouverez des parcours inspirants d'experts comptables, d'entrepreneurs, d'éditeurs. Le tout, c'est qu'à chaque fois, vous puissiez retrouver des actions concrètes pour vos entreprises. Parce que c'est comme ça qu'on est chez Booster Digital. Je m'appelle Alexis Lama et j'ai fondé l'agence Booster Digital il y a 5 ans. Notre rôle, il est de vous permettre de développer vos entreprises sereinement. Avant de vous laisser pour écouter cet épisode, je vous invite, comme tout le monde, à mettre un 5 étoiles sur la plateforme de votre cœur si ça vous a plu et surtout partagez-le au plus grand nombre. Parce que plus on sera nombreux à faire évoluer nos entreprises, plus on sera heureux au quotidien. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à très vite. Salut à tous pour ce nouvel épisode de l'Accounting Business Club, un épisode honnêtement, encore une fois, vous allez me dire c'est vraiment toujours pareil, mais oui, c'est vraiment toujours pareil, exceptionnel, que je suis trop heureux de faire. Aujourd'hui, je reçois Jérôme Petit, qui est expert comptable et youtubeur. Voilà, tant pis, je te le drop direct, Jérôme. Dis-le. Et en fait, c'est un épisode qu'on va faire sur la continuité de l'attractivité de la profession et vraiment avoir ton retour sur, en fait, réellement, notamment ce que c'est concrètement de pouvoir lancer une chaîne YouTube, ce que ça peut rapporter, le travail que ça peut représenter, l'impact que ça peut avoir et comment tu gères tout ça dans ta vie de tous les jours. C'est un peu divers sujets qu'on va pouvoir aborder aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir que tu aies accepté l'invitation. Je te dirais surtout merci de me l'avoir proposé parce que moi aussi ça me fait plaisir de parler un peu différemment du métier de la comptabilité et de parler de YouTube. Donc déjà bonjour à tous. Bah oui, salut, parce que j'ai même pas eu le temps de te dire bonjour, mais salut Jérôme, bienvenue. On est parti ensemble pour aller, on va dire 1 heure. J'essaie de tenir les délais, j'avoue, je suis désolé, je ne tiens que rarement les délais, mais là allez, on s'y astreint, 1 bonne heure pour parler d'attractivité de YouTube et avoir vraiment ton retour d'expérience sur tout ça. Ok, pas de problème, c'est parti. Alors, je te passe la main si tu veux te présenter en quelques mots, tu vois, pour qu'on ait bien le contexte. Ok, donc moi je m'appelle Jérôme Petit, je suis expert comptable en Dordogne. Donc la Dordogne, déjà, faut que les gens arrivent à le placer, parce que c'est quand même la campagne. Vous placez Bordeaux, vous faites une ligne horizontale à 100 km et vous trouvez Bergerac, là où je travaille. Donc je suis expert comptable depuis un certain nombre d'années parce que j'ai été stagiaire à partir de 2005, obtenu le diplôme en 2011 et associé en 2013. Et il y a quelques années, j'ai eu la chance de rencontrer un bus qui a raté un cédé le passage et qui m'a fauché, qui a fauché la voiture. Et ça m'a fait dire tiens, arrête de faire que ton métier d'expert comptable et essaye de faire quelque chose qui te ferait plaisir. Et j'avais depuis quelques années envie de, comment on pourrait dire ça, de faire prendre conscience aux gens que l'expert comptable, c'est pas que le mec gris qui fait la gueule et qui travaille avec des chiffres. Et de là m'est venue l'idée de faire une chaîne YouTube, donc la chaîne Bienvenue au cabinet. J'ai mis un peu de temps pour la lancer. Et elle s'est lancée un peu plus tard, en septembre 2020. Ok. Donc c'est un événement de la vie. C'est ça, tout à fait, ouais. Qui t'a déclenché l'envie de prendre du temps pour toi et passer ce temps dans l'attractivité de la profession. C'est ça, ce qui m'a motivé en tout cas, qui m'a fait dire on sait pas ce qui se passera demain, donc autant profiter, le faire tout de suite parce que peut-être que demain il sera trop tard. Waouh. Ok, d'accord. Donc c'est comme ça que ça s'est lancé, comme j'allais dire comme tout le monde. Non, en tout cas moi c'est ma manière de faire. Quand je ne connais pas quelque chose, je cherche. Et pour chercher comment faire une chaîne YouTube, le mieux c'est d'aller sur YouTube et de et de taper le mot création chaîne YouTube. Donc je suis tombé sur deux trois youtubeurs qui parlent du sujet, dont un qui s'appelle Sylvain Lepoutre. Qui est le dirigeant de Vidéobiz et qui fait énormément de vidéos à la fois pour les amateurs et les professionnels pour créer des chaînes justement YouTube. Je l'ai suivi de décembre 2019 jusqu'à l'été 2020 et à l'été 2020 je me suis dit je me lance.
En suivant sur sa chaîne YouTube. En suivant sa chaîne YouTube, en suivant sa chaîne YouTube et en suivant aussi d'autres youtubeurs qui n'ont rien à voir avec la profession. J'ai pas cherché à faire une chaîne conseil ici. Au départ, j'ai déjà cherché à répondre aux questions de tous les créateurs d'entreprises. Les premières vidéos étaient vraiment là parce qu'on se rend compte. Quand on, en tout cas moi je me rends compte quand je reçois un créateur d'entreprise que les questions étaient toujours les mêmes. La première question c'est quel est le meilleur statut. Donc déjà faut arriver à leur expliquer qu'il n'y a pas de meilleur statut, que pour certains c'est la SAS, pour d'autres c'est la SARL, pour d'autres c'est la micro-entreprise et de temps en temps la micro-entreprise c'est très bien. Et donc les premières vidéos je les ai faites dans cette idée-là. Donc pas dans l'idée d'être youtubeur, de faire une chaîne, mais plutôt que avant le premier rendez-vous, si je leur donne 2-3 vidéos qu'ils doivent regarder, ça me fera gagner du temps derrière pour faire mon métier de conseil. C'était à l'origine. À la base, c'était ça. À la base, c'était ça l'idée. Donc j'ai fait ces premières vidéos sur la micro-entreprise, la SARL, la SAS, le choix du statut. Je vais pas mentir, je crois que pour la toute première vidéo, je suis resté facilement 1 heure devant la caméra sans appuyer sur le bouton REC. Tellement c'est stressant d'être face à une caméra et à devoir parler. C'est un exercice. C'est un exercice très dur. Très spécial. À côté, parler à 1000 personnes, c'est vachement simple. Alors, parce que après on s'en rend compte, c'est que le jour où on a enregistré une vidéo, qu'on l'a publiée, on n'est plus maître. On a enregistré quelque chose, on l'a mis sur les réseaux, et derrière les gens vont pouvoir en faire ce qu'ils veulent, et surtout on pourra pas corriger ce qu'on a dit. Donc ça y est, c'est en ligne. C'est en ligne, et c'est trop tard. Après on peut toujours la supprimer, mais bon, c'est pas l'idée non plus. Donc j'ai fait ces premières vidéos. Alors c'est sûr qu'au départ ça faisait 1 vue, 0 vue par jour. Hein. C'était pas l'idée. Et oui, c'est ça au début la vie de YouTube. Ah oui, non, ça démarre pas avec des millions de vues. Ça démarre avec 1 vue, et en règle générale c'est la vôtre. Et par contre ce que j'avais fait, c'est que j'en avais parlé à personne. J'avais le stress de me dire je lance une chaîne et j'arrête très vite. Oh oui, ok, voilà. D'accord. Donc plutôt que d'avoir, j'allais dire, un mauvais retour des autres en disant je fais quelque chose et au final je le fais pas. Je m'étais dit allez, pendant 1 an, je fais des vidéos tous les mois, mais j'en parle à personne. Je vais revenir parce que là on a été très vite. Je veux juste donner un chiffre, tu vois, à date là on est en train de tourner, on est le 14 décembre 2023, juste pour que les auditeurs se rendent compte un peu. Ça fait 3 ans. Ouais. Voilà, que ça fait 3 ans que t'es dessus, et certaines de tes vidéos sont à plus de 200 000 vues à date. Oui. Voilà. Et donc on verra, tiens, ce sera l'occasion du moment où le podcast sortira. Juste comme ça, tu vois, on capte tout de suite parce qu'on va revenir un peu en arrière. Je veux vraiment qu'on comprenne le process et comment t'en arrives, et puis après certaines complications qu'il peut y avoir, ou tu vois les difficultés que tu as rencontrées. Mais au début, tu viens dans le sujet de la vidéo, tu choisis directement YouTube, qui est un format sur la logique, un format long quand même. YouTube avant les réseaux sociaux. Alors, j'allais dire que comme je suis pas de l'ancien temps, je suis né en 81, mais je suis pas de la génération réseaux sociaux. Ok. Je crois que j'avais 22 ans, 23 ans quand je suis allé pour la première fois sur Facebook. Instagram, ça fait même pas 1 an. Donc les vidéos courtes, je connaissais pas du tout. En fait, je suis allé sur YouTube parce que j'avais moi l'habitude. Dès que j'avais une recherche ou quelque chose que je ne savais pas faire, de regarder une vidéo. Je préférais regarder une vidéo plutôt que de lire un texte. Donc toi, en tant qu'utilisateur, t'as le réflexe d'aller sur YouTube, et tu t'es dit naturellement, c'est sur ce réseau, sans mesurer la complication Tout à fait que ça peut être. Oui, non, c'était pas l'idée de dire je vais faire des vidéos de 5 minutes, de 10 minutes, de 30 minutes. Non, c'était pas ça. C'était juste que j'aurais pu faire un podcast qui est que de l'oral, qui est pas de montage, mais techniquement je n'écoutais pas de podcast, donc je pouvais très peu connaître ce principe, alors que c'est vrai que YouTube je le connaissais, et par l'image aussi. C'est quand même vrai que par l'image on peut aussi expliquer des choses qu'on ne peut pas obligatoirement expliquer par des mots. Ce qui fait que je pense que aujourd'hui YouTube est le réseau pas le plus simple,
Mais le réseau, en tout cas, le meilleur réseau pour se faire une communauté, en tout cas pour transmettre un message. C'est un avis personnel. Ouais, super intéressant. Tu parlais justement de cette première fois devant la caméra où on regarde un objectif et on se dit mais qu'est-ce que je suis en train de faire? En tout cas, je sais pas. Moi, je sais que la première fois, je me suis dit mais qu'est-ce que tu fais? Ça n'a pas de sens. Au moment où tu es dans ta phase de recherche et justement où tu regardes toutes ces vidéos de formation, à quel moment tu te dis ok, je vais passer le cap? Je pense que dès le départ, je me suis dit il faut que je le fasse. Au début, je me suis dit il faut que je le fasse. Après, j'ai commencé à chercher et au dernier moment, je me suis dit est-ce que vraiment je dois le faire? D'accord. Donc... C'est vraiment juste. En fait, on va dire que et j'ai fait les erreurs que font, j'allais dire tout débutant. Hein. J'avais de la chance, j'avais déjà un peu de matériel parce que j'aime bien la photo. Donc c'est vrai que l'image pour moi était quand même importante. Donc j'avais l'appareil photo, mais je me suis amusé à acheter des lumières, à acheter des micros, à faire un mini décor. Juste, ça sert à rien, mais je l'ai fait comme beaucoup. C'est utile, c'est sympa. Tu vois, quand je regarde tes vidéos, ça met un cadre. Quand même. Mais c'est pas la base. Ça, on en reparlera tout à l'heure. Mais franchement, il y a un ordre des choses à suivre, et tous les débutants le font dans le sens inverse, mais c'est normal. On pense que c'est grâce à la meilleure caméra qu'on aura la meilleure vidéo. Pas du tout, quoi. C'est pas le meilleur stylo et la meilleure calculette qui fera le meilleur expert comptable. Hein, c'est pareil. Donc, par rapport à ça, donc je prépare tout comme si j'allais faire ma première vidéo. Dès le départ, je me suis dit que j'allais pas partir dans l'inconnu, j'allais faire un script. Donc, c'est-à-dire que, en fait, tout le texte de la vidéo est entièrement écrit. Et si à un instant X ou Y, je dois avoir une réaction particulière, je me note aussi que je dois faire cette réaction. Dès la première vidéo, sur la première vidéo déjà, c'est-à-dire que la première vidéo, techniquement, je te dirais que sans caméra, je l'avais enregistrée 1, 2 ou 3 fois. Enfin, je l'avais enregistrée en tout cas, je l'avais répété. Ça se passait très bien. Et face à l'appareil, au moment où j'ai dû appuyer sur REC, je pense que j'ai pris 5 degrés en 2 secondes, quoi. C'était une horreur. Tu tournes seul? Oui. J'ai la chance d'avoir un petit bureau chez moi où quand je dois travailler le week-end, je travaille là pour créer une séparation avec la maison. Donc c'est là que j'y ai fait ma salle d'enregistrement, en tout cas aujourd'hui. Donc c'est le même bureau et donc oui, je suis seul, j'ai personne avec moi et j'avais la caméra, j'avais le micro, tout était prêt à fonctionner et moi j'enregistrais, je crois 10 fois ou 15 fois chaque phrase en me disant ça va pas le faire. Et c'est sûr qu'aujourd'hui quand je regarde cette première vidéo, je me dis ça le fait pas du tout, mais bon, en tout cas, elle a été faite. C'est la première et il faut toujours une première fois de toute façon. Et après, petit à petit, je me suis amélioré. C'est comme tout, hein, on apprend en faisant. En tout cas, moi, c'est comme ça que ça se passe. Et après, les vidéos ont continué sur ce principe-là, sur toute la première année. Et comme à la fin de la première année, de mémoire, j'avais atteint les 100 ou 150 abonnés, je me suis dit, c'est bon, je peux l'officialiser. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait au bout d'un an une vidéo d'officialisation. Je fais partie d'un groupe de chefs d'entreprise qui est un groupe BNI, et donc j'ai enregistré cette 12e vidéo en direct au cours d'une réunion BNI, et derrière je l'ai publié, je l'ai dit à tout le monde. Et là j'ai officialisé la chaîne et j'avais plus trop le choix que de continuer. Du coup, tu as lancé la chaîne en off, en projet vraiment de ton côté, oui. Sans en parler à personne. Tu t'étais mis des objectifs ? Je m'étais mis un objectif, mais qui était pas un objectif court terme. Je m'étais mis comme objectif, je serais content si un jour j'atteignais les 10 000 abonnés. Voilà, c'était un objectif très long terme. Sans te fixer de date. Je m'étais pas dit, tiens, la première année, il me faut tant, la deuxième, il me faut 10 000, je vais atteindre le million d'abonnés. Non, c'est surtout en parlant de compta, c'est pas obligatoirement. Ouais, c'est pas le plus simple. Mais non, je m'étais pas donné l'objectif. Par contre, il y a eu des retours très surprenants, c'est que même si les vidéos ne faisaient que 10, 100 ou 1000 vues, parce que je pense que la plus grosse vidéo
hormis celle du mois de mars, mais on en parlera après, c'était des vidéos, la plus grosse avait dû faire 200 ou 300 vues. À chaque fois, j'avais quand même des retours clients et enfin des retours clients, plutôt des retours de créateurs d'entreprises et des possibilités de prospects, alors que c'était surtout pas l'idée à l'origine. C'était pas de récupérer du client. Moi, j'étais pas là pour récupérer du client, surtout que on sortait de la période Covid, tout le monde était à l'arrache à essayer de faire tous ces dossiers. Je voulais pas des nouveaux clients. Moi, je voulais juste par loisir avoir une chaîne YouTube et donner des conseils aux autres, quoi. C'était ça l'idée à l'origine. Et là où j'ai été surpris, en fait, c'est au mois de avril, j'ai fait une vidéo sur la déclaration de revenus et là, je me suis rendu compte que du fait que le sujet était plus large que les autres vidéos, elle a fonctionné tout de suite. C'est-à-dire qu'alors que les autres vidéos faisaient une centaine de vues, celle-ci, en un mois, elle avait fait plus de 10 000 vues. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Oui. Franchement, c'est un sentiment, en tout cas, qui est très bizarre quand on voit que la vidéo est vue. Ça vous donne une dose d'adrénaline qui est super positive et c'est là que j'ai commencé à me dire tiens, en fait il faut peut-être arriver à trouver des sujets un peu plus larges pour attirer plus de monde, petit 1, et petit 2, parle peut-être moins. En tout cas, n'essaye pas de répondre à des questions, parce que sinon, tu ne vas avoir que des gens qui, derrière, voudront prendre contact avec toi pour travailler, alors que c'était pas mon idée. Donc, cette première année avait vraiment été plutôt dans la période vidéo pour répondre à des questions. Et c'est sur la deuxième année, donc à partir du mois de septembre, que je me suis dit, on va changer l'angle d'attaque. Et au lieu de parler d'un thème, on va prendre un sujet pour parler d'un terme. Alors ça peut paraître bizarre comme ça, mais la première vidéo de septembre, c'était une vidéo sur une Tesla Model 3. Et au lieu de faire comme sujet, faut-il acheter un véhicule en société ou se verser des indemnités kilométriques, j'ai tourné le sujet d'une autre manière qui était comment acheter une Tesla Model 3. Et tout de suite, ça a fonctionné. Parce qu'en fait, les gens qui sont venus sur la vidéo ne sont pas venus parce qu'ils se posaient la question véhicule de société, pas véhicule de société, mais ils sont venus pour la Tesla. Et c'est là que ça m'a fait dire au fait que le sujet était plus important, ou en tout cas qu'il fallait déjà se poser la question de l'angle d'attaque d'une vidéo pour que derrière elle fonctionne. Derrière, j'en ai fait d'autres qui ont floppé complètement. Donc après, faut trouver le bon sujet, le bon sujet aussi. Et c'est au mois de décembre où je me suis dit, donc c'était décembre 2022, je me suis dit, prends des exemples. Arrête de parler de la comptabilité pas en répondant à des questions, mais en tout cas sur un point particulier, mais prends des exemples, regarde-toi, moi, pour le cas présent, à chaque fois qu'il y a des documentaires sur des artistes, sur des réalisateurs, sur des films que j'ai appréciés, que ça parle de X ou de Y, même sur des choses très techniques, je les regarde de A à Z, et donc je me suis dit, on va prendre des exemples. Et comme on est sur YouTube, et les meilleurs exemples, en tout cas pour ceux qui regardent YouTube, c'est les YouTubeurs. Et comme je regardais depuis un certain temps une chaîne qui s'appelait aujourd'hui Villebrequin, parce qu'elle s'est arrêtée la semaine dernière, je me suis dit tiens, on va essayer de voir comment eux ont constitué leur chaîne YouTube, d'essayer de récupérer sur Papers 2-3 bilans, 2-3 statuts, pour expliquer justement aux gens c'est quoi une chaîne YouTube et comment ça fonctionne. Et quelle est la valorisation? Parce que tu arrives, et c'est là où tu mets quand même d'essayer une vraie réflexion marketing dans ce que tu viens de décrire par ce qu'on pourrait appeler la logique du tofu, mofu, bofu, dont on a parlé dans un autre épisode, qui est d'aller sur des thèmes très larges, puis moins larges, et enfin bas de tunnel. Donc l'entonnoir. Voilà, exactement, l'entonnoir, parce que je mime un entonnoir en même temps, et généralement le bas de tunnel, c'est pour transformer en prospect. Là, t'as vite compris que c'était pas ton objectif, donc t'as repensé ta stratégie pour aller sur du tofu, du haut de tunnel, en utilisant quelque chose qui est vraiment très bien fait, qui doit te demander un temps, mais on va revenir sur ça après, de l'analyse concrète sur un cas. En plus, tu parles mine de rien de sujet d'argent, donc ça intéresse. Et là, en l'occurrence, la vidéo sur le Villebrequin, je ne peux que la recommander
où d'ailleurs elle a dépassé les 200 000 à date, tu vois. Mais la construction de cette vidéo est un cas d'école marketing, tu vois. Alors, ça va, à partir de cette vidéo, on peut expliquer au fait comment fonctionne en tout cas la stratégie YouTube. Parce qu'après, je pense que chaque réseau social a une stratégie qui est différente. Quand tu es sur Instagram ou sur d'autres réseaux, au fait, tu vas nous on appelle ça swiper des vidéos. Ça veut dire que c'est pas toi qui vas choisir la vidéo que tu vas regarder, c'est l'algorithme qui va te proposer des vidéos et tu vas les regarder entièrement, pas entièrement, et en fonction, il te propose d'autres vidéos du même thème. YouTube ne fonctionne pas de la même manière. YouTube, quand on arrive sur YouTube, YouTube va proposer une quinzaine ou une vingtaine de vidéos sur ta page d'accueil en fonction des vidéos précédentes que tu as regardées. L'algorithme fonctionne de la même manière. Mais derrière, tu as le choix de choisir l'une de ces 15 vidéos. Donc, il faut que sur la page d'accueil, tu arrives à te démarquer des autres. Et c'est pour ça que aujourd'hui, quand je réalise, en tout cas, quand je prépare une vidéo, je commence par penser au sujet de manière large, mais après, le premier travail va être sur quel va être mon titre et quelle va être ma miniature pour que justement les gens cliquent et ensuite regardent. Et on arrivera après à la deuxième approche spécifique à YouTube. Donc là, pour la vidéo Villebrequin, j'ai commencé je suis allé sur Papers, j'ai regardé, j'ai déjà monté le groupe parce qu'il y avait une société à l'origine et après ils ont chacun constitué des holdings. Et donc quand on a une société et que quelques années plus tard on souhaite créer une holding, on a l'obligation de valoriser la société. Et c'est vrai que quand j'ai vu ça, je me suis dit, si on pose la question combien vaut la chaîne Villebrequin, c'est sûr que ceux qui aiment cette chaîne vont cliquer dessus. Après, est-ce qu'ils vont regarder la vidéo ou pas, c'est une deuxième problématique, mais en tout cas, déjà, ils auront cliqué. Parce que quelqu'un qui ne clique pas, il ne va jamais regarder la vidéo. Donc déjà, miniature, titre. Et ensuite, derrière, il faut, dans les 30 premières secondes, arriver à capter l'attention. C'est-à-dire que il y a un travail à la fois d'écriture et derrière de montage qui est très important sur les 30 premières secondes pour déjà que la personne qui a cliqué sur la miniature n'ait pas l'impression qu'on lui a menti dans le titre. Donc il faut faire revenir une information en lien avec le titre. Et par contre, il faut arriver à lui expliquer que dans cette vidéo, il va apprendre quelque chose. En tout cas, il va apprendre quelque chose qu'il avait envie d'apprendre ou de connaître. Donc moi en règle générale, alors je vais pas dire que c'est un résumé de la vidéo parce que ce serait pas la bonne chose, mais on est souvent sur quelque chose entre soit le résumé, soit la réponse à la question de la miniature, mais qui va poser d'autres questions derrière. Voilà, qui est par exemple le cas sur la vidéo sur McDonald's. Alors ça fait bizarre de parler de McDonald's quand on est expert comptable, mais on en parlera peut-être tout à l'heure. Mais voilà, c'est comme ça que je monte en tout cas l'idée. Et après, je vais pas dire c'est assez simple parce que c'est pas obligatoirement vrai, mais je pars sur plutôt un historique sur ces vidéos là qui ne sont pas toutes les vidéos. J'en fais une à peu près tous les 3 mois sur une personnalité ou sur un cas. C'est de parler dans le temps de l'évolution à la fois donc de la chaîne mais aussi de la structure juridique pour expliquer pourquoi quand je démarre je ne suis qu'en micro-entrepreneur ou en URL et que quelques années plus tard j'ai peut-être un intérêt ou pas à constituer une holding, à constituer une SAS, pourquoi on se verse des dividendes, pourquoi la SCI doit avoir un lien avec la holding, enfin voilà, toutes ces choses-là. Et ça c'est le cas de la vidéo Villebrequin, mais 3 mois ou 4 mois après, j'avais fait une vidéo sur Michou. Et là, en fait, le sujet était tout autre. Bon, la vidéo a moins bien marché. Elle doit être à 6 ou 7 000 aujourd'hui vues. Mais là, je me suis rendu compte que il a créé sa société trop tard. Donc, je parle d'une erreur de Michou parce que on se rend compte que je crois qu'aujourd'hui, c'est le 5e ou le 6e youtubeur français. Il a pas d'holding. Il a qu'une seule société. Il y a des erreurs que l'on voit en plus dans les comptes, même dans la publication des comptes. L'avocat a publié les comptes avec le détail quand même. Oh la boulette. La boulette. Mais donc voilà, tout ça fait que à chaque fois on peut parler d'un thème. On peut même
j'allais dire, en parler de la même manière d'une vidéo à l'autre. Je vais peut-être reparler d'Amixem et de Villebrequin de la même manière, parce que au final, les constitutions de société, je dirais que dans 80% des cas, on fait la même chose, quoi. Mais du fait qu'il y ait l'histoire, aussi du youtubeur, que après il y a aussi quand même un emballage qui est mis avec. Une personne qui va regarder une vidéo derrière regardera les autres vidéos. Et ça, c'est aussi la deuxième chose où il faut faire attention par rapport à YouTube, c'est que il y a beaucoup de personnes qui regardent le nombre d'abonnés. Mais un abonné qui ne revient pas, qui est un abonné dormant, en fait, il a pas de valeur. Ce qu'il faut, c'est que d'une vidéo à l'autre, on arrive à ce que la personne qui avait vu la vidéo précédente ait envie de regarder la vidéo suivante. Et c'est là où justement de ne pas répondre à des problématiques juridiques ou des problématiques comptables, mais à emballer ça dans une histoire, même si on aura plus envie d'écouter l'histoire plutôt que d'écouter simplement la problématique comptable ou la problématique juridique. D'où l'idée. Alors je vais juste rappeler, ça fait donc une vingtaine de minutes qu'on échange, que tu es expert comptable. Oui. Non, c'est important d'associer d'un cabinet. Enfin, voilà, je veux juste replacer 2 secondes le concept, parce que tu viens de m'expliquer extrêmement bien comment fonctionnait l'algorithme en tout cas comment fonctionnait la construction d'une chaîne sur YouTube, et je te remercie parce que c'est super utile même pour moi. Ce qui est intéressant, c'est qu'en plus à un moment tu as relevé que pour toi YouTube est un réseau social. YouTube. Alors, en fait, YouTube. Alors c'est pareil. C'est du fait aussi que j'ai suivi d'autres vidéos. J'ai appris sur le terrain. J'ai rien inventé. Non. Je me doute il doit y avoir un mix entre formation et test, parce que pour en arriver là, t'as dû tester des choses. Enfin, c'est en soi. Et c'était peut-être aussi l'autre raison pour laquelle j'ai créé cette chaîne, c'est que j'allais dire j'ai la chance moi d'être dans un cabinet avec 7 associés. Donc je veux dire aujourd'hui on est à 7 millions de chiffres, on a 70 salariés, c'est pas un cabinet qui démarre. Et c'est vrai que le fait d'avoir créé une chaîne YouTube, c'est l'air de rien, c'est la même réflexion que de créer une entreprise. On est en parallèle sur quelque chose d'assez proche avec un chiffre d'affaires qui est tout petit au départ, c'est le nombre de vues, des rêves qui sont grands, et après la réalité revient vite sur le terrain, et petit à petit, il faut qu'il y ait une stratégie, il faut qu'il y ait une vision, il faut qu'il y ait un plan à moyen et long terme, et tout ça, c'est autant le cas sur une chaîne YouTube que dans une entreprise. Donc en soi, être youtubeur, même si le terme j'ai un peu du mal à le porter quand même, ça j'avoue. Ouais. Je te l'ai mis dès l'intro en plus. Oui, c'est gentil. Mais il était cadeau celui-là. C'est pour fêter les 20 000 abonnés, ça. Ah oui, voilà, exactement. Le fait d'être un youtubeur, en fait, c'est être un chef d'entreprise comme un autre et avoir une stratégie. En fait, tu vois, même, je vais rebondir sur ça, et je pense que c'est le même sujet, et j'aime bien l'analogie avec un réseau social, c'est le même sujet que prendre la parole sur LinkedIn, Instagram, etc. Et t'as raison, le mot youtubeur par rapport à ce que tu fais me semble être un mauvais mot. C'est un vrai travail de production de contenu. Tout à fait. C'est une vraie logique, et tu viens de l'expliquer dans le storytelling, et du coup je serais curieux de savoir après comment tu t'es formé aussi au storytelling, parce que là il y a une construction de l'histoire, une construction narrative, mais t'avais raison, j'aurais dû le présenter plutôt comme ça. Je te considère plus comme un producteur de contenu à part entière, qui après du coup pourrait utiliser les différentes plateformes pour retravailler. D'ailleurs, c'est les prochaines questions qui arriveront, parce que une fois que tu as ce contenu de qualité, pourquoi ne pas l'exploiter, TikTok, etc. T'as testé TikTok ou Non, j'ai même pas de compte sur TikTok. Pas encore. Peut-être qu'au moment de la diffusion, tu auras un compte TikTok et avec des millions de vues, parce que là aussi l'algo est littéralement fou. Mais du coup, tu as raison, c'est une logique de production de contenu qui colle avec, je pense, d'une part le métier d'expert comptable en réalité est un métier tellement de sachant, d'expertise, d'expérience qui se partagent. C'est juste que là, tu as trouvé le moyen de le partager avec le bon média pour passer la bonne info, quoi. Tout à fait. Et en utilisant des mots vulgaires, je pourrais même dire que je suis aussi influenceur. Ouais, bien sûr. Et c'est vrai que, alors, influenceur, on a l'image de celui qui va faire du dropshipping et revendre à 500 euros un stylo acheté 5 euros en Chine. De Bergerac à Dubaï. mais c'est pas l'idée. Mais plutôt influenceur sur l'image du métier et sur l'image que se font les gens sur la comptabilité et la finance.
Alors on n'a pas de chance, c'est comme ça. Dans un sens, on a un métier très carré, donc c'est normal aussi qu'on ait cette image-là. On a des études longues. Enfin, rien ne fait que quand on a le bac, on va se dire je vais être expert comptable plus tard. Mais pourtant, à travers ces médias-là et en touchant des gens, je vais pas dire dès la naissance, mais en tout cas dès l'adolescence, on peut arriver à leur montrer que être expert comptable, ce n'est pas que travailler dans un bureau. En plus, dans les faits, c'est le cas. Je veux dire, on pose la question, on est rarement dans un bureau et on est surtout rarement seul, quoi. On est souvent à essayer d'expliquer à nos clients des choses qu'ils ne comprennent pas, mais ce qui est normal, hein, c'est pas leur métier. Et donc là, l'idée, c'est juste de faire la même chose, mais avec des gens en face qui sont monsieur et madame tout le monde. Donc un vrai job t'as raison, un vrai job d'influenceur, de notoriété de la profession pour donner une autre image. C'est ça, tout à fait. Une autre cible. D'ailleurs, t'as les analytiques un peu de savoir quelle est l'audience, ou qui est l'audience. Alors, l'audience est très masculine. Je crois que c'est 80 ou 90% d'hommes, mais ça c'est, alors je vais pas dire une erreur, mais du fait que la première vidéo qui est énormément fonctionné, c'est la vidéo Villebrequin. C'était ton premier banger, comme on dit. Ouais. Alors ça dépend. En fait, j'ai eu la chance d'avoir, j'allais dire des bangers par étape, parce que je te disais, ma vidéo sur la déclaration de revenus avait fait 10 000, j'étais très content. Derrière, la vidéo sur la Tesla avait fait 30 000, j'étais très content. Et la vidéo de Villebrequin, non, surtout ce qui est surprenant, et c'est ça qu'il faut comprendre aussi avec l'algorithme YouTube, c'est que sur des réseaux sociaux comme LinkedIn ou comme Snapchat, la vidéo va être publiée et tout de suite elle va être montrée. Par contre, dans le temps, si elle n'a pas fonctionné, c'est mort. C'est 24 heures. Voilà. Sur LinkedIn, c'est 24 heures. La vidéo de Villebrequin, elle a été publiée début janvier. Elle a explosé au mois de juin. Ah ouais. Elle était à 10 000 vues fin mai et elle a dépassé les 150 000 vues en 15 jours au mois de juin. Pour une raison simple. Ça je l'ai su après. Villebrequin venait juste d'annoncer qu'ils allaient passer à la télévision et présenter une émission de télé sur, je crois que c'était C8 de mémoire. Non, RMC Découverte. Sur RMC Découverte. Et donc des gens ont commencé à faire la recherche Villebrequin sur YouTube. La vidéo est sorti. YouTube, eux, ils ont qu'un objectif, c'est que les gens restent sur la plateforme et regardent des vidéos. D'où l'analogie avec un réseau social, c'est exactement le même principe. Exactement pareil. Plus on reste, plus ils vendent de la pub. YouTube a peut-être mis ma vidéo 1 ou 2 fois. Il y a des gens qui ont cliqué dessus. Les gens ont regardé. En tout cas, plus d'un certain temps, et parce que ce que regarde YouTube, c'est déjà est-ce que la personne clique ou pas, et ensuite est-ce qu'elle regarde longtemps ou pas la vidéo, vu qu'elle veut que les gens restent sur le réseau. Les gens ont regardé longtemps, et donc derrière YouTube l'a proposé à 2-3 autres personnes, l'a proposé à 10 personnes, à 50 personnes, à 100 personnes, et c'est comme ça qu'elle a explosé. C'était un week-end et je me suis retrouvé, je partais avec ma femme en week-end, sur la route, en 3 heures de route, le téléphone, j'avais une centaine de notifications et de commentaires et je comprenais pas, je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Et c'est en ouvrant l'application que je me dis, oula, il y a un problème, j'ai pris plus de 1500 abonnés et la vidéo, elle a pris 50 000 vues, qu'est-ce qui s'est passé? C'était ça. Et t'as l'algo qui t'a poussé d'un coup. C'est ça. Après 6 mois, quoi. Après 6 mois. Et en fait, l'algo fonctionne de cette manière-là, c'est-à-dire que elle a eu c'est peut-être 100 000 ou 150 000 personnes qui ont regardé cette vidéo, et donc derrière, elle leur a proposé d'autres vidéos anciennes. Et là, j'avais par contre un problème, c'est que les vidéos anciennes étaient les vidéos où j'expliquais à un créateur d'entreprise les statuts comment il devait se lancer. Et donc, les gens, ils en avaient rien à faire de ça. Et par contre, derrière, il proposait aussi les vidéos suivantes. Et c'est là où il faut faire attention, c'est que et c'est là où je dis que c'est comme une entreprise il faut quand même y avoir une réflexion, c'est que donc il faut se dire que il faut presque créer un lien entre chaque vidéo pour que quelqu'un qui ait vu une vidéo, quand YouTube lui propose une autre vidéo, il ait envie aussi de cliquer sur cette vidéo. C'est pour ça que souvent ce qu'on dit, c'est que quand on crée une chaîne YouTube
de divertissement, parce que je considère quand même que mes chaînes sont sur du divertissement, même s'il y a du conseil, c'est pas le souci, mais c'est pas des vidéos c'est pas un tunnel de vente dans un objectif de récupérer des clients. Donc dans la catégorie divertissement, il faut arriver à ce que la chaîne soit dans une niche et que donc quand quelqu'un s'abonne, il se dit bah tiens, je vais avoir toujours des vidéos de ce type-là, ou en tout cas avec cette approche-là. Comment tu construis ta ligne éditoriale ? À la plage. Durant l'été. En fait, la ligne, enfin la ligne éditoriale, ou en tout cas les idées, c'est au cours de l'été que je me mets en tout cas 12 vidéos. Et c'est ce que j'ai demandé. Voilà. Ça, c'est une par mois. Une par mois. Je me suis obligé. Alors c'est du plaisir parce que je le fais je veux juste rappeler à mes associés que je travaille bien dans le cabinet toute la semaine, hein, que c'est quelque chose que je fais le soir et le week-end, mais je me suis forcé à faire une vidéo par mois parce que plus t'as de vidéos sur une chaîne, plus quand YouTube proposera des vidéos, tu as des chances qu'elles intéressent la personne qui avait déjà vu la vidéo, toujours dans une problématique d'algorithme et d'abonnement et derrière de continuité en tout cas d'avancée de la chaîne. Parce qu'on peut avoir une vidéo qui perce et derrière, si on fait des vidéos qui n'ont rien à voir avec cette vidéo-là, les gens vont pas regarder et il y a aucun intérêt. Donc il faut derrière arriver à créer, j'allais dire, un écosystème comme une mini chaîne télé où les programmes sont en lien. Un programme où les vidéos sont en lien les unes avec les autres. Donc moi je me suis simplement dit que sur une année il fallait que je fasse 3 à 4 vidéos exemples. Donc où je prends un exemple, j'avais pris un exemple sur Orelsan, donc là c'était pas du YouTube Game. J'avais pris les footballeurs. Enfin voilà, j'ai des exemples pour à partir d'une personne montrer un exemple d'organisation juridique et comptable, ou en tout cas parler d'un thème particulier. Là, j'ai déjà une idée de parler de redressement judiciaire avec un exemple. Voilà, ça sera pas Castaldi, hein, je le dis. Donc, j'ai ces 4 vidéos-là. Ensuite, 4 vidéos plutôt de vulgarisation, où j'essaye toujours pareil de parler d'un thème, mais là qui est pas obligatoirement en lien avec une personnalité, mais plutôt avec j'allais dire la compta, ou en tout cas un thème de la compta. Il y avait eu le blanchiment d'argent. J'avais fait une vidéo dessus qui avait, j'allais dire, bien fonctionné. Je crois qu'on est à 10 à 15 000. J'avais fait une vidéo sur la facturation électronique, mais là encore, alors je sais que j'avais eu des retours un peu spéciaux de la part de confrères sur le sujet, parce que j'avais pris l'angle opposé à l'angle de la profession. C'est-à-dire que on est sur YouTube. Donc il faut bien se dire qu'on parle à des gens qui sont sur YouTube, hein, on parle pas à des professionnels. Et l'idée de la profession, c'est de mettre en avant la facturation électronique, ce qui est une réalité par rapport à notre métier. C'est-à-dire que on a tout intérêt, nous, à avoir la facturation électronique, à la fois pour faciliter notre travail, pour faciliter la récupération des documents et derrière pour avoir des analyses plus poussées. Par contre, c'est quand même un sujet qui fait peur par rapport à l'informatique, par rapport au risque de données, par rapport à la centralisation des informations au niveau de l'administration fiscale. Et donc je me suis dit, en écrivant la vidéo autour de ce thème-là, de ce risque-là, il y a plus de chances que les gens cliquent, parce que on est tous pareils. Si on dit que l'administration fiscale c'est les méchants, oui, les gens ils vont cliquer dessus, ça c'est sûr. Donc l'entrée de la vidéo était celle-ci. Après, dans le détail, c'est pas du tout le cas, mais l'entrée, si on regarde que la première image, on va voir ça. Oui, parce que là encore, t'es sur un algorithme, t'es sur un réseau social, tu sais comment construire ta vidéo et donc tu sais comment l'orienter. C'est ça. Mais par contre, il faut que en premier lieu, la personne clique pour derrière la regarder. Ouais, je comprends. Je comprends. Et du coup, après, c'est quoi les 4 autres thèmes et donc les quatre derniers, là, c'est là où je me laisse un peu aller à, j'allais dire, soit à des envies, j'en mets toujours une ou deux. Enfin, j'en mets toujours. Ça fait 3 ans qu'à la chaîne, donc elle a pas non plus 45 ans. Mais j'essaye d'en mettre une ou deux sur la partie véhicule, déjà parce que j'aime bien les voitures, et parce que c'est un sujet qui est beaucoup recherché sur YouTube. Donc il y a toujours une ou deux vidéos là-dessus. Il y en a souvent une au minimum sur la déclaration de revenus et une sur l'immobilier.
Parce qu'il y a toujours des gens qui pensent que ça intéresse, et surtout il y a toujours des gens qui pensent que quand on achète un bien immobilier, derrière c'est une rente sans rien faire, quoi. Donc c'est bien de casser aussi. C'est normal, les influenceurs, c'est ce qu'ils vendent quand même. Mais justement, là l'idée c'est un peu de montrer que c'est pas tout à fait le cas. Et il y a un truc, tu vois, c'est que quand je regarde tes vidéos, tu te mouilles personnellement. Alors déjà, d'une part parce que c'est toi tu fais pas un défilé de slides, tu incarnes ta chaîne, t'es face cam, donc tu le disais tout à l'heure, et puis tu prends des positions, c'est-à-dire que notamment sur une où tu parles des modes de financement sur les Tesla, c'est extrêmement bien expliqué, hein, mais tu te mouilles, quoi. Je donne mon avis. Mais alors, j'allais dire, je donne mon avis de la même manière que quand on est face à un client, on va lui donner les différentes possibilités. Le client va choisir lui l'organisation, ou en tout cas l'option qu'il préférera. Mais nous, on donne bien quand même notre vision. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et de la même manière sur YouTube, si je considère que, par exemple, enfin, tu parles de la Tesla, moi, je n'ai jamais compris la location longue durée. C'est un avis personnel. Si je l'ai fait une fois, ça m'a appris qu'il ne faut jamais faire de location. Voilà. C'est surtout à la fin quand j'ai dû payer l'indemnité complémentaire. C'est là que j'ai compris que il ne fallait pas faire de location longue durée. Alors peut-être que pour d'autres personnes et dans d'autres organisations, il y a un intérêt, mais moi je le vois pas. Et surtout aujourd'hui, quand j'avais des questions de clients sur un financement, je m'interroge réellement sur la valeur d'un véhicule dans 2-3 ans. Que je le finance par emprunt en LOA ou en LLD, quelle sera la valeur du véhicule dans 3 ans, j'en sais rien. Donc c'est vrai que si à une époque on pouvait dire financer par emprunt c'est la meilleure solution, là aujourd'hui, à la fin en tout cas dans la conclusion de celle-ci, je dis que l'allocation avec option d'achat, c'est peut-être aujourd'hui, dans l'incertitude actuelle sur les modes d'énergie des véhicules, la bonne possibilité. Oui, je me mouille. Et comme dans la vidéo sur la SAS où je dis c'est une connerie à chaque fois de conseiller la SAS parce que c'est rarement la meilleure solution. Par contre, là, je l'ai prouvé. Non, mais c'est que voilà, c'est l'explication. Par contre, du coup, ça entraîne le fait que tu t'exposes. Tu l'expliquais tout à l'heure quand d'un coup t'as le téléphone qui s'est mis à s'allumer et à briller comme un sapin de Noël. Oui. Voilà, parce qu'on est dans le moment avec les commentaires. Comment tu gères les commentaires? Au départ, très mal. Alors, au départ, très mal. Au départ, très bien, parce que quand on est tout petit et que l'on est vu que par des personnes qui cherchent une information, parce que les premières vidéos, c'est de la recherche d'information, les premiers retours étaient tous positifs. À chaque fois, c'était des questions, quoi. Donc, je répondais aux questions. Donc, au départ, il n'y a pas eu de problème. Et c'est vrai que du fait de faire des vidéos un peu plus larges, ça amène un public, j'allais dire, un peu particulier et ayant plaisir de temps en temps à mettre des commentaires négatifs. C'est le fameux haters. C'est ça, tout à fait, le fameux haters. Et donc, les premières fois, je les ai pris personnellement. Je pense que, je sais pas si c'est normal ou pas, mais petit conseil, ne les prenez pas pour vous. Un, déjà, vous connaissez pas la personne qui est en face. Et deux, je pense qu'elle fait ça avec tout le monde. Elle a juste un problème dans sa vie et c'est tout. Voilà. Sachant qu'elle est souvent anonyme, hein, évidemment, derrière. C'est tout à fait. C'est rarement prénom-nom. Hein. Donc, par rapport, une fois qu'on a compris ça, c'est pas bien grave. Et aujourd'hui, au contraire, je m'amuse de ces commentaires et je leur réponds. Je leur réponds de manière tout à fait politiquement correcte. Hein. T'es un troll, quoi, en fait. si je comprends bien, c'est ça, quoi. Il y a un haters qui arrive et tu t'en régales. Je m'en régale et c'est quand même une minorité parce que ça fait, je sais pas, j'ai une quinzaine de commentaires par jour. C'est un commentaire par jour. Et encore. Mais voilà, c'était passé directement au-dessus. Assez rapide, il vaut mieux. Parce que ça, c'est souvent, tu vois, même dans la prise de parole des confrères, parce qu'on est quand même sur le sujet de l'attractivité, je pense que c'est vraiment l'effet cumulé, quoi. Plus on sera nombreux à prendre la parole sur les activités des métiers d'expert comptable, de ce qu'on fait dedans, plus ça va briller. Mais souvent, on va me dire, oui, mais j'ose pas m'exposer par rapport aux commentaires. Faut se rappeler que sur Internet, c'est pas grave, quoi. Alors, c'est pas grave, et deux, de toute façon, on peut pas plaire à tout le monde. Je pense que de la même manière qu'on peut pas plaire à tous nos clients, et si moi si j'ai un client qui me dit votre tête me revient pas, c'est pas grave, va voir un autre confrère, il y a pas de problème. On peut pas travailler avec tout le monde. Donc par rapport à ça, faut pas être choqué de ne pas plaire à tout le monde. Et je dirais que malheureusement, dans la communication, et quelle que soit la communication, si on essaye d'être lisse, on sortira pas du lot. Et si on ne sort pas du lot, on sera pas vu.
simplement. Donc je pense que la personnalité, en tout cas sa propre personnalité, c'est important justement pour être mis en avant. Et derrière, il y a des personnes qui vous suivront, il y en a d'autres qui vous suivront pas. Ben, c'est comme ça que ça fonctionne. Et l'air de rien, c'est peut-être aussi pour ça que si on veut mettre en avant la profession, il faut peut-être pas le faire par le biais de son cabinet, mais par son biais personnel. Le fameux personal branding, quoi. C'est ça, tout à fait. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser parce que quand on produit du contenu, généralement, on va dire qu'on parle de la règle des 80-20, c'est-à-dire qu'on va passer 20% du temps à produire le contenu et 80% à en faire la promotion. Depuis le début de cette interview, tu as dit que t'avais lancé la chaîne sans le dire à personne. Oui. Donc j'imagine que t'as pas une liste des diffusions à qui tu vas shooter la sortie de la nouvelle vidéo. T'en as pas parlé en interne au cabinet. Non plus. Comment c'est de l'organique pur la diffusion Alors, au tout départ, j'allais sur les réseaux sociaux. Il y a sur les réseaux des groupes de créateurs d'entreprises. Et donc c'est vrai que pour les toutes premières vidéos, quand il y avait un créateur qui posait une question et que j'avais une vidéo qui répondait à la question, bah simplement je lâchais la vidéo. Bah si tu poses une question, va là et comme ça tu auras la réponse. Ça c'était les petit groupe Facebook. C'est ça. Okay. Ça c'était la première année. Depuis c'est 99% de travail et 1% de promotion, et la seule promotion c'est face à toi aujourd'hui au micro. Ouais, tu as abattu cette règle des 80-20 terriblement, quoi. Non, mais après, c'est-à-dire que il faut quand même prendre conscience que, j'allais dire, l'algorithme de YouTube est à la fois formidable, mais aussi peut être terrible justement en fonction de ce que l'on fait. Et c'est là où encore plus pour un professionnel que pour une chaîne loisir, il faut être accompagné, parce qu'on peut très vite se foirer. Et par contre, si on se foire derrière, c'est très compliqué de remonter. Mais par contre aussi, à l'inverse, il faut se dire que aller sur YouTube que pour de la communication, ou en tout cas pour améliorer sa propre image, ou en tout cas l'image professionnelle, ça aura un coût. Parce que faire une vidéo de 5 minutes, c'est pas allumer la caméra et s'enregistrer 5 minutes. J'allais t'y venir, ouais. Je voulais justement avoir un peu ton retour sur donc des vidéos qui font, il y en a qui sont vraiment longues. J'ose même pas te demander, te faire l'affront de te demander le temps de production d'une vidéo de 30 minutes. Je sais un peu combien c'est, mais c'est quoi un peu ton process créatif? Donc on a compris la strat, tu connais tes 12 thèmes dont tu vas vouloir normalement, oui. Normalement, dans les grandes lignes. C'est ça, tout à fait. Et après, comment ça se passe? Ça se passe. J'ai 4 semaines. Vu que c'est une vidéo par mois, j'ai 4 semaines pour, j'allais dire, réfléchir et après produire et poster la vidéo. Je commence, ce que je te disais, techniquement, faut commencer par titre miniature. Donc j'ai en tout cas un titre initial et une idée de miniature qui est en tout cas dans ma tête. Et là, la première semaine, je fais de la recherche. Soit de la recherche sur la personne, si je suis sur une vidéo axée sur une personne, soit sur le thème, par exemple, le blanchiment. Je vais refaire des recherches sur le blanchiment, à la fois d'un point de vue historique, donc plutôt, je veux dire, pédagogique, que sur les règles. Là, ça me permettait d'y intégrer les règles sur les espèces en France. Enfin, voilà, toutes les règles sur le blanchiment. Donc, quel que soit le thème, pendant la première semaine, je suis plutôt en phase de recherche. Et la deuxième semaine, je vais partir sur une phase de rédaction. C'est-à-dire que je vais rédiger mon script. Parce que toutes mes vidéos, qu'elles fassent 10 minutes, parce que les plus courtes font 10 minutes, jusqu'à 35 minutes, au fait, tous les mots que je dis à la caméra sont écrits. Je suis avec un prompteur, quoi. Il n'y a pas de... Donc, c'est pas de l'impro. Il y a aucune impro, il y a aucune impro dans la vidéo. Donc je rédige une première fois le script, et
Et alors là, je pense que j'ai un peu de chance, c'est que en fait, je me pose pas la question de comment je dois le rédiger. Ça vient assez naturellement. En tout cas, du fait d'avoir fait les recherches, l'écriture de la vidéo vient assez facilement. Il y a juste l'introduction, donc les 30 premières secondes ou la première minute, où là, j'essaye vraiment d'avoir un texte qui va vraiment être prenant, parce que YouTube commence par analyser les 30 premières secondes. Parce que souvent on parle en tout cas le terme c'est le taux de rétention d'une vidéo, et il faut avoir après les 30 premières secondes au moins 60 ou 70% des gens qui ont cliqué, qui sont toujours là après les 30 premières secondes. Sinon, YouTube déjà va considérer que la vidéo est une attrape-nigo. Ça veut dire que la miniature ne correspond pas à la vidéo. D'accord. Donc il faut énormément travailler ces 30 premières secondes, pour cette première minute, pour que les gens restent. Et en règle générale, de toute façon, une fois que tu es resté pendant 1 minute ou 2 minutes, si tu arrives, j'allais dire à être passionnant, c'est peut-être pas le terme adéquat avec de la compta, mais si en tout cas tu arrives à intéresser les gens, la personne elle a déjà perdu 1 minute ou 2 minutes devant ta vidéo. Si tu l'intéresses, si tu l'accroches, elle va rester jusqu'à la fin. Mais alors ça, tu vois, typiquement, comment t'as appris à le faire? C'est les techniques de storytelling, d'écriture? Non, mais j'ai jamais appris. C'est naturel. En tout cas, pour le coup, oui, ouais. Voilà. Pour le coup, c'est naturel. La seule chose, c'est que, à peu près, je dirais que toutes les deux, j'essaye soit de changer de thème, soit changer de sujet toutes les 2-3 minutes, ou sinon de poser une question, ou de donner envie d'aller un peu plus loin. Ouais, c'est voilà. ça. J'essaie juste toutes les 2-3 minutes de mettre un peu ce petit point-là pour que les gens aillent plus loin. Mais je dirais que derrière, pour que les gens, pour arriver à tenir l'audience, ça viendra bien plus tard sur le montage aussi. Mais donc sur l'écriture, j'écris mon script une première fois, et ensuite je le relis. En fait, je le joue. Je le joue plusieurs fois pour faire qu'un texte narratif devienne un texte oral. Parce que on est tous pareils, quand on écrit un texte et quand on dit les choses, on le dit pas de la même manière. Et donc derrière, je réécris ce texte pour qu'il devienne au fait une conversation. Parce qu'au fait, quand on est sur YouTube, on parle avec quelqu'un. On n'est pas en train de lui lire un texte, parce que sinon on fait un blog, on fait pas une vidéo. Donc je modifie ce texte-là, donc je le relis 3, 4, 5 fois. Et donc là, c'est sur ma 3e semaine. En fait, sur ma 3e semaine, je suis sur la relecture et je commence à penser à mon montage. C'est-à-dire que si par exemple j'intègre des petites séquences extérieur à moi, je sais pas, soit des séquences réactions, soit des extraits d'un youtubeur ou des extraits vidéo, ce genre de choses, je vais commencer à les placer sur cette 3e semaine. D'accord. Tu les mets pas dans ton script Je les place dans mon script, okay. Mais dans le script après coup, quand je fais ma relecture. Très bien. C'est quand je fais ma relecture, je me dis tiens, j'avais vu, je m'étais dit que j'allais peut-être placer cette phrase là. Tiens, je peux la passer ici, ça fera bien quoi. Voilà, c'est comme ça que c'est intégré. Et derrière, donc ce week-end là, je tourne la vidéo. Donc là, techniquement, c'est très rapide parce que tout est écrit. T'as un prompteur. Tu suis ton prompteur, la vidéo de 20 minutes, elle est en 40 minutes maximum, elle est tournée. Elle est tournée. Il y a très peu, donc derrière, une fois que la vidéo est tournée, il faut la monter. Et là, c'est une période qui est, là pour le coup, usante, parce que je pense que la moitié du temps, c'est sur le montage. La moitié du temps, c'est sur le montage, parce que quand on monte une vidéo, donc déjà, il faut la revoir pour couper toutes les séquences. On appelle ça dérocher. C'est-à-dire qu'on n'est plus que la bonne partie de la vidéo. Donc, sur les 40 minutes, on écoute les 40 minutes, pour savoir quelle était la bonne phrase parmi les trois fois où j'ai dit la phrase. Donc, je dérush tout. J'arrive à ma vidéo finale qui fait 20-25 minutes. Et à ce moment-là, je vais m'atteler au montage, c'est-à-dire à trouver soit des vidéos d'illustration, pour que ma tête ne reste pas en permanence sur la vidéo. Dans le cinéma, il y a une règle qui dit qu'il faut pas rester plus de 10 secondes sur le même plan. Ça, c'est dans le cinéma. Moi, j'essaie quand même que je sois pas sur une image fixe plus de 20 secondes. C'est-à-dire qu'il faut obligatoirement qu'il y ait quelque chose pour
Aujourd'hui, on est avec un public qui zappe assez facilement. Donc, il faut toujours lui donner quelque chose de nouveau. Donc, plutôt qu'il scrolle sur la vidéo, c'est moi qui lui donne quelque chose de nouveau. Comme ça, il a pas besoin de scroller. Donc, il y a toute cette recherche d'images ou alors soit d'images, soit par exemple quand j'explique la holding, je vais avoir un schéma qui va être un peu animé. Donc le fait que le schéma soit animé, ça va faire en sorte que qu'il y ait une animation et quelque chose d'autre que mon visage. Enfin voilà. Donc qui est toute cette partie-là pour atteindre à la fin la vidéo finale qui est publiée au début du mois suivant et on repart déjà pour la vidéo du mois d'après. Et donc tout ça c'est entre 30 et 50 heures par mois. Voilà. C'est là où je dis que vouloir aller sur YouTube, c'est avant tout un coût, parce que quand on fait ça soi-même en loisir comme je le fais, ça coûte pas bien cher, ça coûte du temps. Ça coûte du temps. Oui, mais ça coûte du temps. Mais comme je vais pas à la salle de musculation, dans un sens, voilà. Au contraire, j'économise de l'argent. Je paye pas une salle pour rien. Donc ça coûte du temps. Mais c'est vrai que si on fait travailler quelqu'un pour la miniature, qui s'appelle un Minia Maker, travailler quelqu'un pour le script, travailler quelqu'un pour le montage, c'est 50 heures. L'air de rien, ça fait 4 000 ou 5 000 euros, quoi. Alors, on les vend un peu moins cher chez Booster Digital, mais donc allez chez Booster Digital. mais c'est vrai que c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail et la qualité que tu mets dans ton montage, il est vraiment. Je sais que c'est très dur et que c'est très long et full respect à Kevin. Si tu écouteras cet épisode, je te l'enverrai personnellement, qui est notre monteur. C'est du gros travail. Ah oui, mais alors dans une vidéo, en fait, je disais le plus important, en tout cas la miniature, c'est 50% du travail pour qu'une personne clique dessus. Le script est également très important parce qu'il faut, comme tu disais, qu'il y ait un certain storytelling ou en tout cas une histoire pour que la personne reste jusqu'à la fin de la vidéo. Petit conseil, si vous êtes sur YouTube, à la fin de votre vidéo, faites une accroche vers une autre de vos vidéos. Bien sûr. Souvent, on entend des youtubeurs dire likez la vidéo, abonnez-vous. Ça ne rapporte rien, surtout que l'algorithme, on n'a rien à faire aujourd'hui. C'est ego trip. Mais ça fait plaisir. Mais par contre, de faire un lien avec une autre vidéo, déjà, ça va peut-être permettre à YouTube de voir que d'anciennes vidéos qui n'ont pas fonctionné peuvent être intéressantes et que derrière, il pourra la recommander plus tard. Et vis-à-vis de la personne qui a vu cette première vidéo, ça va peut-être l'intéresser à votre chaîne pour que derrière, il s'abonne et qu'il voie vos vidéos suivantes. Et je pense que c'est pour ça que de mon côté, je disais que j'étais arrivé à peu près à 100 ou 200 abonnés à la fin de la première année. Là, sur l'année 2023, j'en étais à 5000 au mois de mars, à 10 000 au mois de juillet, et j'en suis à 20 000 aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ça reste la même maison que Google, et qu'à l'inverse des autres réseaux sociaux, tu l'as dit tout à l'heure, ça fonctionne comme un moteur de recherche. Et donc, tu as cette même logique de SEO, donc de référencement naturel, qui peut fonctionner. Ce qu'on fait aujourd'hui vaut pour un moment, quoi. Ah oui, alors ça fonctionne pas tout à fait de la même manière, en ce sens où YouTube ne va pas proposer des vidéos en fonction de mots ou de recherche, mais en fonction de vidéos antérieures qui ont été vues. Là, c'est un peu différent. Mais sinon, c'est sûr, c'est que en termes, en tout cas, de durée dans le temps, il y a des moi quand j'allume mon application, des fois YouTube me propose des vidéos d'il y a 2, 3 ou 4 ans. Ouais, voilà, ça dure plus longtemps. Oui, la valeur est beaucoup plus importante, en tout cas en termes de temps. Par contre, ce qui est sûr, c'est que en termes de dépenses, faire un short d'une minute, c'est beaucoup plus rapide que de faire une vidéo de 30 minutes. C'est un peu plus rapide. Ce serait quoi? Parce que du coup, ça peut paraître un peu beaucoup. Pourtant, je pense que c'est très très important en termes de notoriété, en termes d'attractivité de la profession. Qu'est-ce qu'on pourrait conseiller à quelqu'un, tu vois, pour commencer en fait? Parce que peut-être qu'en commençant, on va pas dire que c'est 50 heures tout de suite. On va pas tout de suite dire à tout le monde d'appeler Booster Digital. Ça va être avec un grand plaisir. Mais déjà pour mettre le pied à l'étrier, tu vois. Comment on peut permettre de mettre le pied à l'étrier? Alors déjà, effectivement, on commence pas par tout faire. De toute façon, il faut se dire que les premières vidéos seront pourries.
En tout cas, moi, aujourd'hui, je le vois comme ça sur les miennes, et dans les faits, c'est vrai. C'est de l'apprentissage. C'est de l'apprentissage. Donc les premières vidéos, je pense qu'il faut même pas se poser de questions. Il faut déjà se lancer. Ouais, c'est ça. Je pense que la première chose déjà, c'est de se lancer, et c'est le plus compliqué. Ce que je te disais, moi, le jour où je ne savais même pas si j'allais le faire, c'est le jour où j'ai dû appuyer sur le bouton REC de la caméra. Donc déjà, se lancer avant, et se lancer sans investir. S'il y a un investissement à faire, c'est au pire un micro-cravate branché sur le téléphone, mais ça va pas plus loin. Parce que le plus compliqué, et ça, moi, aujourd'hui, j'ai pas encore, en tout cas, j'ai pas l'impression d'avoir réussi, c'est sur le son. Le son, c'est la chose à la fois la plus compliquée et la plus importante. On a toujours plus de facilité à voir une mauvaise vidéo avec un bon son qu'une très belle image avec un mauvais son. Le son, c'est le plus important. Donc, quelqu'un qui veut se lancer, il achète un micro qui se branche sur son iPhone, il prend son iPhone et il se filme. Il lance ses premières vidéos comme ça. C'est très facile de créer une chaîne YouTube en soi. Au fait, c'est très très facile. Hein. Bah, un compte Google. Tout le monde a déjà, techniquement, si on a un compte Google, si on a un compte YouTube, on a une chaîne YouTube. Après, il faut juste y publier des vidéos, mais tout le monde peut les publier. Et après, derrière, c'est est-ce que j'ai une stratégie plutôt de... Alors sur YouTube, ça s'appelle des shorts, ça s'appelle autrement sur les autres réseaux. Mais est-ce que j'ai plutôt une vision de vidéo court terme ou long terme? Je pense que c'est au final autant compliqué de faire l'un que de faire l'autre. Par contre, c'est des réflexions qui sont totalement différentes. Donc après, moi, je trouve que c'est plus facile de dire un message sur plus de 5 minutes plutôt que sur 1 minute. Parce que c'est quand même l'exercice d'arriver à transmettre un message en 1 minute, il est pas facile. C'est très dur, en vrai. Ouais. Donc, les premières vidéos, moi, je trouve que c'est plus simple de faire des vidéos longues sur YouTube que des vidéos courtes. Par contre, au départ, le montage, c'est pas la préoccupation numéro 1. Se poser la question du titre est important. La miniature, vous avez des capacités ou pas à faire une bonne miniature, aujourd'hui, on peut quand même trouver des images. Il y a Canva, il y a un outil comme Bing Création Image qui peut aussi créer des images de toutes pièces en mettant quelques mots. On a des miniatures, on arrive à avoir des miniatures. Donc et derrière, même si on a une image simple, au moins on a réussi à lancer ses premières vidéos. Et si derrière ça plaît, oui, là on va pouvoir investir du temps ou de l'argent en fonction de savoir si le temps on l'a pas et combien coûte aussi son temps et d'aller un peu plus loin. Mais je pense que déjà arriver à se lancer et à faire quelques vidéos et voir est-ce que ça me plaît ou est-ce que ça me plaît pas. Donc en fait, déjà le premier point pour se lancer, c'est se lancer. Voilà, y aller, passer cette barrière psychologique de ce que vont penser les autres, parce qu'au début personne va vous voir. Et puis quand même, de ce que tu dis, c'est construire une stratégie et avec en tout cas savoir pourquoi on y va, avec un objectif. Voilà, peut-être pas une stratégie, on va commencer avec un objectif. On va en tout cas de connaître le thème de la chaîne que vous voulez faire. C'est-à-dire que même dans la comptabilité ou avec la comptabilité des thèmes, on peut en avoir des milliards. Quelqu'un pourrait par exemple parler de voiture ou parler de la région parisienne. Enfin, voilà, on peut avoir plein de thèmes différents et se dire, en tout cas, je vais me limiter à ce thème-là. Si on se limite déjà à un thème, on a des chances qu'il existe des liens entre toutes les vidéos qu'on va produire et donc d'avoir plus de facilité à ce que YouTube, derrière, puisse recommander nos vidéos. Comment on réagit, je vois le temps qui file et j'ai encore une tonne de questions, comment on réagit les associés et les clients et les équipes? Les clients très positivement. Même alors les clients qui m'ont remarqué. Oui, c'est ce que j'allais te dire, parce que ça toujours pas, t'es pas parti sur un newsletter. Parce que c'est ton initiative. C'est ça, tout à fait. Non, on a quand même souhaité séparer la chaîne YouTube du cabinet parce que c'est deux choses qui sont totalement différentes. La chaîne YouTube, c'est un projet personnel qui ne reflète que mon idée et pas l'idée de l'ensemble des associés. Alors que quand on est des associés, on a chacun ses idées, mais à la fin, c'est la majorité qui dit dans quelle ligne directrice on doit aller. C'est toujours comme ça que ça fonctionne entre associés, et c'est tout à fait normal. Sinon, on n'avance pas. Donc, au niveau des associés, j'allais dire, le retour sur la chaîne et sur est positif, même si en fonction de l'âge de l'associé, le regard de YouTube est pas obligatoirement le même. Mais ce qui est tout à fait normal. Il y a même des gens, ils savent même pas ce que c'est YouTube. Donc voilà.
Donc par rapport à ça, par contre ceux qui soit connaissent YouTube, soit sont allés voir les vidéos, ont été, c'est vrai, plutôt impressionnés par le côté technique des vidéos. Quand ils savent que je le fais seul, en tout cas en termes de travail, ils l'ont apprécié. Les salariés au début, ça m'a facilité sur certaines vidéos quand on me posait la question sur j'ai le client qui me pose une question sur le véhicule de société, je dois lui proposer quoi. Maintenant je lui dis tu regardes la vidéo et après tu me donnes la réponse. Pas mal. Donc ça peut servir. C'est du contenu de formation. Voilà. Et moi je sais que j'ai un salarié sur Périgueux. Plusieurs fois, des clients lui ont posé la question et là lui pour le coup il a transmis la vidéo. Au moins comme ça c'est pareil, il gagne du temps quoi. Donc les retours ont été positifs. Après c'est vrai que la première fois qu'une personne que je connaissais pas m'a dit en direct bonjour Jérôme, je me retourne, j'ai mis toujours pareil, est-ce que j'ai déjà vu sa personne? Je connais pas la tête, qui c'est? Merci, j'adore votre chaîne YouTube. La première fois, ça fait bizarre. Alors, je suis pas harcelé dans les rues, donc ça va. Mais par contre, c'est vrai que c'est toujours pareil, quoi. C'est des petits sentiments positifs qui font dire, il faut continuer. Ouais, c'est ça. Ça donne le petit boost de la création de contenu, d'où l'aspect créateur de contenu plus qu'influenceur. Parce que après, juste pour terminer, s'il y avait un auditeur qui souhaitait faire une chaîne YouTube pour gagner de l'argent, on gagne très peu d'argent avec YouTube, ou en tout cas grâce aux publicités YouTube. Juste pour vous donner une idée, moi cette année, et pourtant j'en suis quasiment à 100 000 vues sur 100 000 vues par mois. Toutes les vidéos confondues font 100 000 vues par mois. Je gagne 4 000 € ou 4 500 € de publicité YouTube. Pour 35 heures de travail par mois, c'est pas rentable. Il faut pas le faire. Ça permet d'acheter du matériel pour améliorer petit à petit, les choses, mais c'est pas le cas. Donc partez pas sur cette idée-là. On va gagner de l'argent. En faisant une chaîne YouTube. Alors sauf si vous faites derrière des partenariats, mais là c'est un peu quand même limite. Avec le métier d'expert comptable, de mettre en avant des produits X ou Y, ou sinon faut vraiment avoir confiance dans le produit. Dans le produit, ouais. C'est tes parents par mois, est-ce que tu as le revenu? Non, c'est par an. Ouais, c'était important de le préciser aussi, parce que sinon, comme t'as fait le parallèle avec 35 heures par mois, je me suis dit, attends, non. Je vais juste revenir dans le contexte, parce que sinon... Non. La rémunération YouTube, c'est pour des vidéos finance, c'est autour des 4-5 € les 1000 vues. Ok. Donc il faut en faire. Hein. Faut en faire. Mais bon, tu vois, ce qui est dingue quand même, la chaîne s'est lancée il y a 3 ans, oui. Et tu fais quand même 100 000 vues par mois, quoi. Tout à fait. Je te dis, il y a quand même une puissance dans ce média. En termes d'attractivité, que ce soit pour les clients, pour leur montrer pour les entrepreneurs, on va dire, parce que c'est des sujets entrepreneuriaux que t'adresses. L'image de l'expert comptable, ça passe aussi par ça aujourd'hui, quoi. Oui, et surtout, donc tout à l'heure je parlais rapidement de la vidéo McDonald's. Alors je mets pas en avant McDo, c'était juste pour expliquer ce qu'était un coût de revient. Ouais. Et très bonne analyse du coût de revient. Voilà, de l'analyse d'un coût de revient et d'expliquer combien coûte un Big Mac. La vidéo avait été publiée donc dimanche du mois de novembre. Le mardi, elle dépassait les 200 000 vues. Ça, c'est un banger. Voilà. Et là, on se dit, mon Dieu. On se dit, mon Dieu, mais voilà. Je veux dire, et là, c'est vraiment l'intérêt, c'est qu'il y a 200 000 personnes. Alors, c'est pas 200 000 clients. Non, c'est pas l'objet. Et c'est surtout pas l'objet. Mais par contre, c'est la profession, ou en tout cas le métier du chiffre, et la finance a été montrée à 200 000 personnes très rapidement, et avec des moyens, j'allais dire, limités. Il n'y a pas besoin de faire de la publicité sur BFM TV. 283 000, pour être précis au moment où on enregistre. Donc au moment où ce sera diffusé, à mon avis, ça aura bien monté. Elle aura dépassé les 300 000, ouais. Ouais. Et non, c'est vraiment ultra puissant, et j'espère qu'on aura pu le partager au plus grand nombre aujourd'hui avec ton retour ultra quali. J'espère aussi. Comment, dernière question. Ah tiens, 2 dernières questions plutôt. C'est quoi ta vision du métier, toi, dans 5 ans? Ma vision du métier dans 5 ans? Ouais. Alors, par rapport à ma vision que j'en faisais il y a déjà 20 ans, il n'a pas changé. C'est-à-dire que pour
pour beaucoup, les gens ont l'impression qu'avec la facturation électronique, avec les évolutions technologiques, le métier va changer. Le métier déjà de l'expert comptable ne va pas changer parce que nous, on n'était pas là pour saisir des factures, on était là pour plutôt conseiller nos clients. Et donc, le conseil, un algorithme n'arrivera pas à le faire. Et on le voit même aujourd'hui avec ChatGPT. Et surtout, il faut par contre bien avoir conscience que moi, mon idée a toujours été de conseiller et j'allais dire de vulgariser la matière. Et c'est peut-être pour ça aussi que la chaîne YouTube a fonctionné, c'est qu'en fait, je ne mets dans mes vidéos que ce que je fais en direct avec mes clients. C'est-à-dire qu'il faut essayer de se mettre à la hauteur de ses clients et pas l'inverse. Et c'est là où il y a peut-être un risque pour certains professionnels, par contre, qui avaient une vision du métier où c'était simplement produire des bilans. C'est vrai que produire des bilans, demain, je ne sais pas si le bilan vaudra en soi quelque chose. Ça, c'est une réalité. Par contre, l'accompagnement, on aura toujours des clients qui ne comprendront rien dans la facturation électronique. Il faudra les accompagner. Les services seront peut-être différents. Peut-être que la tarification, aujourd'hui on vend un bilan, peut-être que demain on vendra des heures de prestation, c'est aussi possible ça. Mais par contre, notre métier de base qui est d'accompagner le chef d'entreprise, et quand j'y accompagner, c'est au fait l'accompagner dans son évolution, cette chose-là elle va pas changer dans le temps, elle restera toujours identique. Enfin, en tout cas c'est ma vision. Donc j'ai pas peur par rapport à ça. On est bien alignés. Cool. Comment voilà, alors là, on a parlé plein de choses autour de YouTube. Aujourd'hui, si tu avais une ressource, pas forcément YouTube, hein, mais tu as une ressource qui toi te permet d'évoluer. Alors, si tu me dis une chaîne YouTube, je dirais OK, je comprends. En plus de la tienne, évidemment qu'on mettra en description, mais ce serait quoi la ressource qu'on pourrait partager ? La ressource pour progresser, tu vois, en tant qu'expert comptable. Sur le sujet que tu veux, tu vois. Je pense il ne faut pas se limiter. Je pense surtout qu'il faut avoir un esprit large. C'est-à-dire que je pense pas qu'il y ait une ressource, un livre ou quoi que ce soit à mettre en avant, parce que chacun est différent. Moi, tu me donnes un livre, j'aurais qu'une envie, c'est de le mettre à la cheminée. Mais bon, c'est moi, je suis comme ça. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il faut surtout avoir une vision large et ne pas lire ou écouter ou voir que des choses qui vont dans son sens. Des fois, avoir des avis contraires, ça peut soit nous faire changer d'avis, soit nous permettre de comprendre pourquoi quelqu'un peut avoir un avis différent. Donc c'est surtout, je pense que le plus important, c'est de continuer à lire ou à lire ou à voir des choses, mais surtout apprendre sur des sujets très différents et ne pas se limiter à lire des bouquins de finance ou des bouquins de business toute la journée. Rester curieux. Tout à fait. Et rester ouvert, quoi, si je peux me permettre de résumer. Écoute, magnifique, Jérôme. Franchement, j'ai kiffé grave. Bon, je vais pas te dire, c'est vraiment, déjà, je trouve qu'en termes d'attractivité, qui était l'objet de cet épisode, ça remplit à plein, et tu nous as tout livré, quoi. Maintenant, j'ai envie de vous dire, si vous êtes encore là, il y a plus qu'à. J'attends de. C'est le mode d'emploi. Ouais, c'est le mode d'emploi. Alors bon, ça prend un peu de temps, mais en tout cas, ce que je retiens, c'est qu'il faut se lancer. Tout à fait. Il faut se lancer, il faut pas avoir peur. C'est-à-dire que je dis souvent à mes clients, il n'y a pas de questions connes, il y a que les cons qui posent pas de questions. C'est un peu vrai pour tout, quoi. De toute façon, il y a que ceux qui ne font rien, qui ne feront pas d'erreur. Mais par contre, il y a que ceux qui ont tenté des choses qui ont réussi. Écoute, je laisse ça en mot de la fin. J'arrête sur ça parce que c'est excellent. Merci beaucoup, encore une fois. Merci à toi. Merci pour tous tes retours et merci pour cette phrase de fin que j'adore. Si vous êtes toujours là, vous connaissez la musique, mettez 5 étoiles, partagez-le au plus grand nombre. Dans tous les cas, c'est que du plaisir de faire ces épisodes avec vous, tu vois, en matière de production de contenu. Là, on est en plein dedans et c'est vrai que c'est ces petites touches une forme d'adrénaline, une forme de plaisir de dire tiens, je l'ai écouté et qu'on t'envoie aussi à toi les messages, parce que généralement c'est surtout aux invités que vous recevez des messages. Bon, j'attends vos messages dans ce cas-là. Mais en tout cas, voilà, merci à tous d'être avec nous encore. Partagez-le, mettez 5 étoiles. C'est que du kiff et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. Merci Jérôme. Ciao.